On va rentrer dans les raisons un peu de la colère des livreurs nantais. On va surtout en fait rentrer dans la sphère de l'exploitation des travailleurs à travers l'exemple des plateformes de livraison de type UberX et Deliveroo. On va en fait se poser la question de est-ce qu'on a affaire à de nouvelles formes d'exploitation dans ces capitalismes de plateforme qui se distinguent de l'exploitation en régime normal capitaliste. Grosso modo, ce qu'on va voir, c'est que les plateformes de livraison, elles fonctionnent avec les mêmes principes économiques que l'ensemble des procès de production capitaliste, à quelques spécificités près du fait du caractère numérique des plateformes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet de l'exploitation, essayons simplement de regarder quelques ordres de grandeur sur les plateformes de livraison. Le diapo suivant. Voilà. Ce qu'on voit donc, c'est que le nombre de livraisons qui, en France, en fait, il bondit quand même depuis quelques années, voire même depuis quelques mois avec l'effet du confinement. Le nombre de travailleurs en France et dans chaque entreprise en France grossit quand même de manière assez exponentielle. Et à l'échelle du monde même, on estime que en 2025, plus d'un demi-milliard de personnes pourraient faire partie, en tout cas, des travailleurs de plateforme dans le monde. Donc ça montre un peu l'importance du secteur en termes de main-d'œuvre notamment. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet pour comprendre d'où vient ce développement. Disons d'abord qu'un plat de sushi livré chez soi devant la télé, ce n'est pas la même marchandise qu'un plat de sushi simplement pris sur place. Étant donné qu'il a fallu le travail d'un livreur, le plat de sushi livré chez soi a plus de valeur, ce qui se reflète dans le fait que le consommateur est prêt à payer un prix supérieur son plat de sushi. Comme dans toute production, la plateforme, elle achète donc la force de travail d'un livreur et la rémunère à un prix qui est moindre par rapport à ce que lui rapporte en fait, l'achat de la commande par un consommateur. En bon capitaliste, finalement, la plateforme elle va chercher à ce que l'écart entre la rémunération des livreurs et ce que ça lui rapporte, donc l'écart c'est le profit, soit le plus élevé possible. Pour cela, elle peut procéder de deux manières. La première méthode, c'est d'abord d'augmenter la quantité de commandes livrées en un temps donné par chaque livreur. La deuxième, c'est diminuer les rémunérations perçues par le livreur pour chaque commande. Bon, donc ces deux méthodes-là, en fait, finalement, ça se déroule un peu de la même façon dans tout le procès de production capitaliste et on ne voit pas trop la différence entre les plateformes de livraison aujourd'hui et les transports de marchandises en général avec l'emploi de routiers, de chauffeurs routiers. Alors, qu'est-ce que change le caractère numérique de ces plateformes au niveau de ces deux méthodes d'exploitation? Eh bien, regardons d'abord ce qui se passe du côté de l'algorithme interne à ces plateformes auxquelles sont confrontés les livreurs. Pour le livreur, l'un des aspects les plus remarquables tient au fait qu'il est sous la domination d'un algorithme qui le géolocalise en permanence, qui optimise son temps de trajet pour que le nombre de livraisons effectuées soit le plus élevé possible. Et au fur et à mesure de son perfectionnement, l'itinéraire devient plus rapide, plus précis aussi pour le livreur, pour augmenter la productivité du travailleur. Inversement, plus les livreurs parviennent à trouver de nouveaux trajets pour être plus rapides, plus l'algorithme se perfectionne en intégrant en fait, ces nouveaux trajets, il va normaliser in fine à tous les livreurs les trajets les plus rapides. Donc, c'est en ce sens qu'on peut comprendre le fait que les trajets qu'indique l'application aujourd'hui deviennent de plus en plus rapides et de plus en plus risqués. Ici, on le voit juste, on voyait en fait les trajets de Google Maps et les trajets de la plateforme de livraison, où on voit en fait que d'un côté c'est 33 minutes, l'autre côté c'est plutôt 11-15 minutes de trajet. En fait, l'algorithme, il produit des itinéraires en fait toujours plus rapides aussi voilà, pour encourager les livreurs, inciter les livreurs à être le plus productif possible. Donc ça, forcément, le diapo suivant, on voit que ça produit en fait de nombreux accidents puisque les itinéraires ne sont pas en fait faits pour respecter le code de la route, par exemple. Donc il y a de plus en plus d'accidents du côté des livreurs. Disons-le, c'est un processus qu'on retrouve dans toute la production capitaliste, en fait, ce phénomène de course à la productivité, sauf qu'ici, les risques encourus par les livreurs en fait, sont directement visibles à ciel ouvert, dans l'espace public. Tandis que les conditions de travail, généralement, en fait, elles sont circonscrites à la clôture de l'atelier capitaliste, par exemple l'usine. L'autre aspect qu'on retrouve dans l'ensemble du procès capitaliste, mais qui apparaît en fait ici d'autant plus nouveau qu'il est très visible, c'est l'aliénation du travailleur à l'algorithme de l'application. Exactement comme quand on est passé en fait de la manufacture à la grande usine machinisée, ici on est passé des livreurs salariés en fait de Pizza Hut par exemple,
qui étaient plus ou moins autonomes, qui disposaient en fait plus ou moins librement de leur temps de trajet, de leurs itinéraires, à des applications auxquelles le travailleur est plus directement subordonné. Ici, tout est strictement chronométré et surveillé. C'est ce qu'on voit ici dans le diapo. Entre chaque course, le livreur doit notamment effectuer des reconnaissances faciales sur son application. Il est noté par chaque client. En fait, ici, non seulement le travail du contremaître semble devenir superflu, mais ce travail de surveillance s'effectue sous la forme neutre et objective de plateformes virtuelles qui rendent d'autant plus difficilement imaginable en fait, le fait de résister au diktat de la productivité. Donc, ce qu'on voit là, c'est qu'au départ, les plateformes de livraison, elles sont faites concurrence au niveau de la perfection de l'algorithme pour que les travailleurs soient le plus productifs possible. Pourtant, il arrive un moment en fait, où il devient difficile de perfectionner davantage l'application, d'augmenter la productivité sur la base de procédés techniques. Et donc, l'augmentation de l'exploitation va se dérouler du côté de la fixation des salaires, c'est ce qu'on a vu avec la deuxième méthode, pour faire du profit, puisque les plateformes vont chercher à tirer davantage de profit en rognant sur les salaires. L'une en fait, des grandes forces de l'exploitation dans les plateformes de livraison, c'est que tout passe par une plateforme aux apparences de simple intermédiaire, une interface. Or, cette interface, en fait, elle invisibilise le fait que derrière ces plateformes se cachent des patrons, du capital, des managers, et donc des intérêts antagonistes aux salariés. Ce capital et ces patrons, ces managers, en fait, peuvent fixer le niveau de productivité attendu, comme ils le veulent, et les rémunérations des livreurs, pareil, selon leur bon gré. À cet égard, donc, la fixation des rémunérations sur la base des commandes livrées plutôt qu'à l'heure, ils n'ont pas un salaire horaire, mais c'est une rémunération à la commande, et ben, pour ces plateformes, c'est une source inépuisable de profit. On retrouve ici en fait toutes les analyses que proposait déjà Marx sur les salaires aux pièces au XIXe siècle, où celui-ci montrait que en fait, ça redoublait les possibilités d'exploitation et de profit pour le capital. Qu'est-ce qui se passe? En fait, dans l'ensemble du procès de production capitaliste, le capitaliste, il rémunère le salarié qu'au niveau du strict nécessaire pour que celui-ci reproduise simplement sa force de travail, et le capitaliste, il empoche le reste de la valeur créée par le travailleur sous la forme de profit qui est bien à lui. On va retrouver ici en fait la même chose avec la rémunération à la commande, qui est simplement donc la forme moderne du salaire aux pièces. Quel que soit le nombre de livraisons effectuées en une journée, la rémunération finalement reste toujours la même, au niveau qui lui assure la reproduction de sa force de travail, c'est-à-dire elle permet juste la rémunération de satisfaire les besoins sociaux les plus élémentaires. Ce qu'il faut bien voir ici, c'est que la rémunération perçue par le travailleur, qu'il soit livreur, postier ou ouvrier, n'est jamais fonction de la valeur totale qu'il crée dans la journée, c'est toujours le résultat de leur rapport de force donc entre capital et travail. Et le capital, il tente toujours de tirer cette valeur-là le plus bas possible. Or, ce qu'on a avec les plateformes de livraison, c'est que déjà, il n'existe pas de garde-fou institutionnel qui garantisse un salaire horaire minimum. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, le salaire aux pièces, il représente pour les plateformes de livraison une multitude d'opportunités qu'elles exploitent à loisir. Ce qu'on peut voir, c'est que la fixation de la rémunération à la commande, via le biais d'un algorithme, ça donne l'impression que le prix de la commande est fixé objectivement, selon les caractéristiques intrinsèques de l'offre et la demande, de la commande. Et en ce sens, elle invisibilise donc d'autant plus les rapports de force, en fait, ici, entre capitalistes et travailleurs. Quelque part, on en veut moins à une application qui indique un prix à l'avance qu'à un employeur connu qui fixe les salaires lors d'un contrat de travail. En plus, la rémunération à la commande, elle peut donner l'impression au livreur que plus il fait de commandes, plus il pourra toucher un salaire décent. Et certains travailleurs, par exemple, le livreur, redouble par exemple d'ingéniosité pour aller plus vite que les temps indiqués pour chaque livraison, en prenant de meilleurs itinéraires ou en se dotant de véhicules plus rapides. En réalité, c'est bien le contraire de ce qui est voulu qui se produit. Plus le prix de la livraison sera fixé bas, plus le livreur devra faire des commandes et donc allonger sa journée de travail pour espérer tirer un salaire décent en fait, de son activité. Et plus les livreurs montrent qu'ils peuvent effectuer aussi des commandes en un temps record, plus les capitalistes, derrière les plateformes, peuvent fixer des salaires bas pour chaque commande, des rémunérations pour chaque commande basse. En gros, si à un instant T, on a 20 commandes qui sont faites en 8 heures, et ça vaut, à la fin de la journée, il y a 40 € qui tombent de chiffre d'affaires pour les livreurs, et bien c'est libre aux capitalistes de fixer qu'en T+1, ce ne soit plus 20 commandes en 8 heures qui donnent 40 €, mais 25 commandes en 8 heures qui donnent toujours le même prix de 40 €. Les autres avantages qu'offre la rémunération à la commande pour le capitaliste, c'est le fait que le salaire aux pièces,
il facilite l'intervention de parasites entre le capitaliste et le travailleur. Ce qu'on appelait au XIXe siècle le système de marchandage, où un travailleur est embauché par un capitaliste pour tant de pièces et à tel prix, et se charge d'embaucher lui-même en fait, d'autres travailleurs pour son compte. Donc cet intermédiaire-là, il se gardait une différence, une marge. Et ben, on retrouve exactement la même chose aujourd'hui avec la sous-location de compte. En fait, il y a une location de compte qui est informelle pour une partie considérable des livreurs, qui va donc redoubler l'exploitation en cascade, rendant d'autant plus difficile pour les livreurs d'obtenir un salaire décent et surtout souvent un travail officiel. Enfin, le salaire aux pièces et les contrats sur commande, elles offrent la possibilité aux plateformes de ne pas s'engager à occuper le travailleur de manière permanente, pendant la journée ou la semaine. Une bonne partie des livreurs, en fait, sont condamnés à l'attente. Ils sont placés dans l'attente interminable d'une commande, attendant que ça sonne, disent-ils, lors des heures creuses, et le capitaliste peut se séparer de cette main-d'œuvre sans besoin de licencier. Surtout, ce système-là, ça permet que le paiement à la commande, il soit circonscrit, la rémunération de la commande, elle soit circonscrite au seul moment où le livreur est productif, c'est-à-dire où il pédale. Par exemple, le livreur, il pédale pour une commande, pour livrer une commande. Par exemple, le livreur n'est pas payé sur son trajet de retour. Donc, au vu de tous ces aspects-là, qui ne font pas très envie quand même de l'exploitation 2.0, on peut se demander comment Uber et Deliveroo ont pu parvenir finalement à former une telle main-d'œuvre à leur service. Au départ, pour arriver à attirer une nouvelle main-d'œuvre soi-disant indépendante, les plateformes, elles ont joué à grands coups de capitaux investis sur le côté marketing, sportif et autonome du travail, de manière à valoriser ce travail à l'ombre de la subordination salariée qui serait soi-disant dépassée. Bien sûr, indépendante ici, on entend juste simplement que les plateformes, elles s'exonèrent de l'achat de vélos, de scooters, de cotisations sociales et de protection sociale. Donc au départ, forcément, avec ce type d'image, elles ont attiré à elles une main-d'œuvre étudiante, blanche, qui pouvait jouir de la flexibilité des horaires de travail pour obtenir plutôt des revenus d'argent de poche, en fait. Et il faut dire aussi que les capitaux investis au départ étaient faramineux pour fixer les tarifs à la commande, bien au-dessus de leur valeur d'aujourd'hui. Initialement, on considère que l'heure de livraison, elle était payée entre 15 et 20 euros. Et il y avait 7,50 €, ce qu'on voit en fait dans l'évolution des rémunérations sur le diapo suivant. C'est qu'avant, il y avait 7,50 € qui était garanti pour toute heure de connexion en fait, sur la plateforme. Et après, il y avait une addition en fonction du nombre de commandes et des primes. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Il y a 1 € de la prise de commande, plus 1 à 4 € de la livraison. Donc là, je vous ai mis des grandes fourchettes par mois, à peu près combien ça fait de revenus. On voit en fait la diminution quand même drastique. L'étendue des fourchettes donne aussi une idée en fait, de l'imprévisibilité des rémunérations pour les livreurs quand ils rentrent sur la plateforme. Donc, on comprend qu'en 2017, les livreurs pouvaient avoir l'impression qu'ils pouvaient disposer de leur temps, de leur autonomie, en fait, et que les courses des vélos s'inscrivaient dans une mode urbaine un peu valorisante. Seulement, à mesure que les forçats de la livraison sont rentrés sur le marché, qu'une main-d'œuvre devenait dépendante des plateformes, que les plateformes aussi s'étaient imposées sur le marché, elles ont drastiquement diminué le prix des courses, jusqu'à arriver parfois à des tarifs totalement indécents de 75 centimes la course. Or, tout ceci, on l'a vu déjà, n'est pas le résultat de l'arrivée d'une main-d'œuvre qu'il faudrait réguler, un marché du travail qu'il faudrait réguler en limitant l'entrée sur le marché du travail, comme le proposent certaines coopératives ou certains collectifs. Donc là, sur le diapo, c'était juste, c'est un document qui, suite à la baisse des tarifs pour chaque travailleur, ils disent juste qu'il y avait 30%, ils estiment que la chute de revenus elle était égale à 30%. Et ça, c'était il y a quand même 2-3 ans. Donc là, je vous ai mis sur le diapo la demande de régulation des recrutements par une association lyonnaise, donc de livreurs, qui demandait juste à arrêter le recrutement, puisque c'est ça qui serait responsable de la chute de revenus. En fait, on l'a vu, cela provient plutôt de la course à la productivité et au taux d'exploitation des plateformes. En fait, à force de faire pression sur les salaires à la baisse, les livreurs doivent cumuler de plus en plus de commandes pour espérer toucher des revenus décents. Et plus les commandes doivent s'accumuler, plus les journées s'allongent. Et en fait, les distances, elles deviennent progressivement insurmontables à vélo. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, on estime que plus de 80% des livreurs utilisent un scooter thermique pour faire leur livraison, que les étudiants ont totalement déserté cet emploi, qui ne rapporte en fait plus rien, laissant place à pour une très grande partie, à des livreurs sans papier. Or, aussi précaires qu'ils soient, les livreurs sans papier, ils montrent en fait aussi
qu'il est possible de s'organiser en tant que travailleur face aux plateformes pour tenter d'inverser le rapport de force. C'est ce que va nous montrer donc Celso dans une dernière partie à partir de la lutte des livreurs nantais.